Bonjour, je suis un peu en avance pour Halloween. Oh, par mes moustaches, j'ai le temps. Mais ça va permettre de se mettre un peu dans l'ambiance. On va visiter le monde des morts tel qu'il est présenté dans 4 animés. Coco, La légende de Manolo, Hercule et Les noces funèbres. Sachant que les 2 premiers sont assez proches, puisqu'en fait... les morts, vous avez fini votre boucan, on s'entend plus là. Ouais, donc, Coco et La légende de Manolo sont assez proches, puisqu'ils s'articulent autour d'un même événement, le jour des morts au Mexique. Si jamais vous posez la question, c'est Disney qui a piqué l'idée à la Fox, puisque La légende de Manolo date de 2014, alors que Coco est sorti en 2017. Je te félicite pas, hein. Mais baisse la tête en signe de ongle. Commençons donc par ces deux-là. Dans Coco, il est expliqué que le jour de la fête des morts, ou plutôt, el día de los muertos. C'est la tenue que tu mettais quand tu prenais des cours de danse espagnole il y a 15 ans, ça, non? Si, mais c'est le seul truc que j'avais dans le thème. Les vivants accueillent les morts qui peuvent leur rendre visite. Un pont se crée entre chaque monde et les morts, dont la photo se trouve sur l'ofrenda préparée par la famille, ont le droit de traverser pour la rejoindre. Les autres restent bloqués de l'autre côté. Toutefois, ceux qui peuvent passer restent invisibles aux yeux des vivants et ne peuvent donc que les observer sans échanger avec eux. Bon bah c'était cool, hein. On se revoit l'année prochaine. Miguel se retrouve dans le monde des morts pour avoir essayé de prendre la guitare de quelqu'un qui s'y trouve sans sa permission. Il n'est donc pas vraiment mort lui-même, mais il peut interagir avec les morts. Il a par ailleurs la possibilité de rejoindre le monde des vivants sans autre formalité que d'obtenir la bénédiction de l'un des membres décédés de sa famille. Malheureusement, on refuse de la lui donner sans une promesse qu'il renoncera à la musique pour se consacrer à l'entreprise familiale de fabrication de chaussures, et lui n'a pas l'intention d'abandonner sa passion. Son séjour chez les morts se prolonge alors, mais il ne peut y rester indéfiniment. À la fin de la journée, s'il est encore là, il appartiendra pour de bon au monde des morts et ne pourra plus revenir parmi les vivants. Tout ça, c'est la faute des godasses en fait. Les règles sont assez strictes dans Coco. Il n'y a pas d'interaction entre le monde des vivants et le monde des morts. À partir du moment où Miguel passe dans le monde des morts, plus aucun vivant ne peut le voir ni le toucher. Il ne peut plus discuter avec des personnes vivantes, mais seulement avec des mortes. Pourtant, lui-même est vivant chez les morts. Il doit même se grimer pour passer inaperçu au milieu des squelettes. Le monde des morts est très coloré, très beau et rempli de personnes enjouées la plupart du temps. Ouais, c'est trop bien d'être mort! Les seuls qui ont des préoccupations sont ceux qui risquent d'être bientôt oubliés. En effet, le souvenir est ce qui maintient les morts en vie, si on peut dire. Une fois que plus aucun vivant n'est en mesure de se souvenir d'une personne décédée, elle meurt une seconde fois. Elle disparaît du monde des morts et nul ne sait ce qu'il advient d'elle. Dans la légende de Manolo, 2 royaumes sont prévus pour résoudre cette difficulté. Le premier est un royaume gai, rempli de couleurs, gouverné par une jeune femme pleine de vie et d'enthousiasme, avec un immense chapeau, des fleurs et des bougies, la Muerte. Le deuxième est un royaume triste, gris et gouverné par un homme guidé par l'amertume et la jalousie, avec des têtes de mort suspendues un peu partout sur son costume, et aussi à la place de ses pupilles, des ailes noires et une peau verte. Xibalba. Car contrairement à Coco où les morts vivent en démocratie, les morts de la légende de Manolo ont des souverains. Alors que l'action se passe presque exclusivement chez les morts dans l'animé produit par Disney, le temps passé dans le monde des morts par Manolo est très court. Les 2 royaumes sont à peine entrevus et le personnage ne fait d'ailleurs qu'y passer pour rejoindre la Muerte et trouver un moyen de regagner le monde des vivants. Le problème est un peu plus complexe que pour Miguel, car Manolo est mort, lui, et n'a donc aucun droit de revenir parmi les vivants. C'est d'ailleurs le seul personnage des 4 animés que j'ai choisis qui se retrouve effectivement mort dans le monde des morts. Visiblement, les videurs sont un peu dépassés. Il s'en tire grâce à un pari remporté contre Xibalba qui en est très friand. Sa famille vient en renfort après son retour sur la terre des vivants pour l'aider dans le combat qu'il doit y mener. Pas d'autre justification de leur présence ici que... Les barrières semblent plus poreuses que dans Coco. Les morts peuvent être vus par les vivants et les combattre, ce qui s'avère pratique, même si visuellement ils restent inchangés. En ce qui concerne cette différence physique entre les vivants et les morts, elle est beaucoup moins visible que dans Coco. Manolo a certes des mains de squelette,
Mais son visage subit peu de transformations. Il blanchit simplement tout en n'ayant pas la forme d'un crâne nu et ses yeux brillent. Dans les noces funèbres, Victor se retrouve coincé dans le monde des morts après avoir épousé par erreur une morte, Emily. No, let me explain. No, you don't understand. No, I didn't mean... Si dans Coco et la légende de Manolo, le monde des morts est aussi coloré que le monde des vivants, ici il l'est davantage. En fait, paradoxalement, le monde des vivants est représenté uniquement dans des tons de gris, alors que celui des morts est plein de couleurs et d'animations. Finalement, il n'y a que dans Hercule que le monde des morts a l'air moins attrayant que celui des vivants. Normalement, il n'y a pas de lien entre le monde des vivants et le monde des morts dans les noces funèbres. Victor et Emily doivent demander l'aide de Gutnecht, d'un ancien ayant des connaissances en magie pour pouvoir retourner dans le monde des vivants. Pourtant, à la fin, c'est l'intégralité du monde des morts qui débarque pour assister à la cérémonie de mariage que les deux personnages tiennent dans le monde des vivants. Comment l'ancien a-t-il trouvé suffisamment d'œufs de corbeau pour y envoyer tout le monde ? Comme pour Miguel dans Coco, le passage d'un monde à l'autre se fait par téléportation. Dans la légende de Manolo, c'est un peu plus spectaculaire, le personnage arrive tout droit du sol, point levé, et le perce pour atterrir sur la terre avec les autres vivants. De façon assez traditionnelle, les corbeaux servent de passeurs entre le monde des vivants et celui des morts. On en trouve dans les arbres lorsque Victor est entraîné dans le monde des morts et dans le laboratoire de l'ancien. Dans Coco, ce sont les alebrijes qui jouent ce rôle, des animaux gardiens beaucoup plus hauts en couleur. Visiblement, il y a plusieurs morts ou plusieurs stades de mort dans les noces funèbres comme dans les autres. Emily, morte à la veille de son mariage, a fait le vœu d'attendre que son grand amour vienne la libérer, et tant que ce vœu n'a pas été rempli, l'âme en peine a continué d'errer. Elle retrouve finalement Lord Barkis, l'homme qui devait l'épouser et qui se révèle être en réalité son meurtrier, et obtient réparation. L'assassin meurt à son tour, empoisonné. Emily est alors satisfaite et peut disparaître complètement, ne laissant derrière elle qu'une nuée de papillons. Rien d'aussi délicat, plaisant ou même agréable à regarder dans le monde des morts d'Hercule. Celui-ci est dirigé par le dieu Hadès et sa population est régulée par les 3 moires qui s'occupent de régler leurs comptes aux personnes sur le point de mourir en coupant leur fil de vie. On pourra d'ailleurs noter un clin d'œil possible à ces créatures de la mythologie dans les noces funèbres avec les 3 femmes qui s'occupent du gâteau de mariage dans le monde des morts. L'une d'elles déclare même à la mort de Barkis. Il y a comme une ressemblance en plus dans la coupe de cheveux et puis au niveau de l'œil amovible. Le personnage d'Hadès est en adéquation avec le monde qu'il gère, avec ses habits noirs, ses dents pointues et ses yeux jaunes. Au départ, j'avais demandé à être le dieu de la lumière, du genre de la poésie, tout ça, ils ont refusé, je sais pas pourquoi. C'est le seul responsable du monde des morts qui soit vraiment méchant. La Muerte est sympathique, et même si Balba apparaît plus comme un mauvais joueur que comme un vrai méchant dans la légende de Manolo. Il fait d'ailleurs son mea culpa à la fin. I'm so sorry, my love. You deserve better than me. I know that now. Will you ever forgive me? Alors qu'Hadès se contente de demander la clémence d'Hercule et de son père sans s'excuser de ses actes. Your dad, he's a fun guy, right? So maybe you could put in a word with him and he'd kind of blow this whole thing off, you know? Il faut distinguer dans Hercule les enfers dans lesquels le héros peut pénétrer. On se demande quand même comment il a fait pour en arriver là, parce qu'au début du film, on voit l'arrivée d'Hadès, qui traverse le Styx avec l'aide de Charon, enfin bon, le truc habituel de la mythologie grecque. Mais gentiment, sans doute, on a voulu nous épargner ce moment fastidieux de l'arrivée d'Hercule aux enfers. Du coup, on le voit simplement débarquer tout à coup sur Cerbère. Alors, hypothèse numéro 1, Hercule a simplement volé au-dessus du Styx avec l'aide de Pégase. C'est sa monture pendant tout le film, donc pourquoi pas, hein. Mais dans ce cas, que devient Pégase ensuite ? Est-ce que Hercule l'a abandonné dans un coin des enfers pour prendre Cerbère à la place ? Hypothèse numéro 2, il a traversé à la nage. Opération assez délicate, puisqu'on ne peut pas aller dans le Styx sans vieillir aussitôt et risquer de mourir si on y reste trop longtemps. Je vais y revenir d'ailleurs un peu plus loin. Du coup, s'il avait essayé, en fait, ça aurait sans doute donné ça.
Oui, oui, il est mort. Hypothèse numéro 3, il a soudoyé Caron pour qu'il le fasse traverser. J'en connais un qui va se faire virer par son employeur. Bref, je disais donc qu'il fallait distinguer les enfers, ce lieu dans lequel on peut rentrer comme dans un moulin, et l'autre monde dans lequel se trouve Megara, la femme qu'il aime et qui est décédée. Contrairement aux autres animés, les morts ne se promènent pas dans une grande ville qui leur est dédiée tout en discutant joyeusement entre eux. Seules les âmes sont présentes, pas les corps, et elles ne réagissent pas, elles flottent juste dans le Styx, qu'on a donc déjà vu à l'entrée des enfers, et au milieu duquel Hercule doit plonger pour attraper l'âme de Mégara. Comme je l'expliquais, on ne peut pas aller là-dedans sans prendre aussitôt de l'âge de façon extrêmement rapide. Le délai est bien plus court que dans Coco. Miguel a une journée avant de rejoindre définitivement les morts, Hercule a à peine quelques minutes, juste le temps de rejoindre l'âme de Mégara s'il ne veut pas mourir de vieillesse. Manolo se sort du pétrin en utilisant la faiblesse de son adversaire, Hercule fait de même avec le maître des lieux pour récupérer sa compagne. Il lui propose non pas un pari, mais un marché, lui contre Mégara. Le raccord peut d'ailleurs doublement surprendre. C'est un marché de dupes puisqu'en fait Hadès ne laisse pas partir Mégara, Hercule doit aller la chercher et donc risquer la mort dans le fleuve des enfers sans aucune garantie qu'il réussisse à la sortir de là. C'est un marché non honoré puisque Hercule s'en va en emportant Mégara. Bon j'espère que vous aurez retenu la morale à tirer de cette vidéo sur le monde des morts. Les chaussures, c'est nul. Garde toujours un œuf de corbeau sur toi, ça peut servir. Quand tu fais une connerie, tu t'excuses, ok? Débrouille-toi pour mourir au Mexique plutôt qu'en Grèce. La prochaine fois, on repart pour un thème, donc avec plusieurs vidéos en lien, et ce thème sera l'adoption. Je me suis rendu compte, au moment où quelqu'un m'a dit « Mes chroniques animées, Mary Poppins, c'est un film d'animation, t'es sûr ?» que j'avais oublié de préciser que j'intégrais à l'éventail déjà assez large de films d'animation américains, longs métrages, les hybrides, c'est-à-dire les films mêlant animation et prise de vue réelle. Je le précise maintenant parce que dans l'adoption, on verra entre autres Peter et Elliot le Dragon, celui sorti en 1977, qui est aussi un hybride, et comme ça m'évitera la question « Mes chroniques animées, Peter et Elliot le Dragon, c'est un film d'animation, t'es sûr ?» Wikipédia, liste des longs métrages d'animation produits par les studios Disney. Si ça c'est pas une preuve évidente. L'adoption donc. À la prochaine. Regardez le vivant et prononcez son nom. Spectateur, Formidable! Maintenant, dites, je t'accorde ma bénédiction. je t'accorde ma bénédiction. Pour mettre un pouce bleu sur cette vidéo, pour t'abonner et pour parler de cette chaîne tout autour de toi. Eh ben vas-y, au lieu de hocher la tête, qu'est-ce que t'attends ?